Du coup, je me représente. Moi, je suis Alexandre Losmo, je travaille sur la tourbière de Frasnes, donc encadré par Guillaume et puis Marc Steinmann. Et donc là, j'entame ma deuxième année de thèse sur le site. Et donc, cette présentation, elle fait un petit peu état de l'art de ce que j'ai pu faire durant cette première année. On va parler du fonctionnement hydrogéologique de la tourbière active du Fort Bonnet, en essayant de répondre, ou du moins d'apporter des éléments de réponse aux questions suivantes: d'où, quand et comment arrive l'eau dans la tourbière active du Fort Bonnet. Alors, c'est des questions qui sont assez simples. On va voir ensemble que les réponses, elles sont un petit peu plus compliquées. Les tourbières, ça constitue pourquoi s'intéresser au fonctionnement hydrogéologique des tourbières? Parce qu'elles constituent un stock, elles constituent des services écosystémiques, de par leur stock de carbone qui est important, mais également par rapport à leur biodiversité inféodée à ces milieux. Et ces deux services écosystémiques qui sont très importants, ils sont en interaction étroite avec le niveau d'eau, avec le fonctionnement hydrologique d'une tourbière. Alors, ces trois thématiques, elles ont été abordées tout au long des travaux, des activités de recherche sur le site de Frasnes, comme on peut le voir sur cette frise chronologique qui nous récapitule un petit peu les différents événements, différentes activités qui ont pu avoir lieu sur le site. Et donc, le dernier projet en date, c'est le projet Critical Pit, lancé par le laboratoire Chrono Environnement, dans lequel s'intègre mon travail de thèse. Moi je vais parler, mon travail de thèse, il s'articule autour du fonctionnement à la fois hydrogéologique de la tourbière et à la fois de la dynamique des flux de gaz à effet de serre, d'essayer de faire le lien entre ces deux thématiques. Durant ma première année de thèse, j'ai plutôt travaillé sur un peu la synthèse des différents éléments qui ont déjà été faits, les différents travaux qui ont déjà eu lieu, donc un petit peu l'objet de cette journée aussi. Et puis, excusez-moi. Surtout grâce aux données qui ont déjà été acquises. Beaucoup de jeux de données, alors, on a parlé des données de Louis Collin là, qui ont été acquises suite aux travaux de restauration, données piézométriques, mais également les données depuis 2008 au niveau de la station météo, donc là dans le cadre de l'ANR Pitform, ou encore les données de l'exutoire de la tourbière qui sont en place depuis 2014, des sondes qui avaient été installées par Catherine Bertrand. Du coup, le propos de ma présentation d'aujourd'hui, il s'intègre dans les objectifs un petit peu de mon travail de thèse que je vais vous présenter rapidement. Donc, le premier objectif, c'est de comprendre quelle est l'eau qui arrive dans la tourbière et d'essayer de quantifier les différentes sources d'alimentation dans la tourbière. Donc là, on a conceptualisé la tourbière, comme on voit sur le petit bloc diagramme, comme un volume de tourbe qui subit des flux entrants et des flux sortants d'eau. Je vais activer le pointeur. Le deuxième objectif, une fois avoir dégrossi les sources d'alimentation en eau, le deuxième objectif, c'est d'essayer de comprendre comment circule l'eau dans cette tourbière et comment elle peut expliquer la mosaïque fonctionnelle. Alors, par mosaïque fonctionnelle, j'entends la mosaïque en termes de biodiversité écologique, mais également en termes d'épaisseur de tourbe ou différences de pédologie, la maturité de la tourbe par exemple. Et le troisième volet de mon travail de thèse, lui, s'articule autour donc de la dynamique des flux de gaz à effet de serre, en essayant de contraindre une variabilité spatiale à l'échelle de placettes de flux de méthane et de CO2. Les questions auxquelles on va essayer de répondre, ou du moins d'apporter des éléments de réponse aujourd'hui, elles sont intégrées dans les deux premiers objectifs de mon travail de thèse. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler peut venir l'eau qui arrive dans la tourbière de Frasnes. Donc il y a déjà eu plein d'éléments de réponse ce matin et un petit peu au début d'après-midi. On va donc s'appuyer un petit peu dessus. Alors pour ça, je vais vous parler des données piézométriques, donc là, de profils verticaux qui ont été réalisés dans des piézomètres. J'ai choisi donc des données qui ont été acquises par Louis Collin pendant son stage. J'ai choisi de vous parler des piézomètres situés au niveau sur le sud de la tourbière. Et donc, on a ce type de graphique qui nous représente, alors sur l'axe vertical, la profondeur par rapport à la surface de tourbe, et sur l'axe horizontal, sur l'axe des abscisses, la minéralisation de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on peut observer? Donc un profil correspond à un piézomètre. Qu'est-ce qu'on peut observer? Eh bien qu'en surface de tourbe, on a des eaux qui sont très peu minéralisées, avec des minéralisations qui sont plutôt caractéristiques d'eau de précipitation. Et au contraire, en profondeur, on observe qu'on a déjà une variabilité un peu plus importante des minéralisations et qu'on peut avoir des eaux peu minéralisées, mais surtout on peut avoir des eaux fortement minéralisées à la base de la tourbière. Alors, ces eaux fortement minéralisées, elles peuvent provenir d'interactions avec la moraine ou alors des apports par le karst. Comme on a pu le voir ce matin, il y avait un contexte karstique
assez important. On est au pied de la montagne du Laveron. Alors, donc voilà, ce travail nous permet juste de voir qu'il y a potentiellement deux sources d'alimentation en eau dans la tourbière active du Fort-Bonnet. Une source d'alimentation par les précipitations directes, par le vertical, par le dessus de la tourbière, et une source potentielle d'eau souterraine par le dessous de la tourbière. Alors, maintenant, je vais m'appuyer encore sur les travaux de restauration dont vient de vous parler Louis Collin pour essayer de déterminer une troisième source d'alimentation en eau dans la tourbière. Alors là, je vais uniquement parler de deux systèmes de piézomètre en flûte de Pan, TV 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Alors un système de piézomètre en flûte de Pan, il est constitué de 3 piézomètres qui sont chacun crépinés à une profondeur différente. Donc on en a un qui est crépiné en surface, un qui est crépiné à une profondeur intermédiaire et un qui est crépiné en profondeur au niveau de la moraine, juste au-dessus de la moraine. Et donc, ça nous permet d'avoir les courbes suivantes. Alors, donc on a un graphique qui correspond à un système de piézomètre en flûte de Pan. On a sur l'axe horizontal le temps, donc avec la période avant restauration, la période des deux phases de restauration, comprenant les deux phases de restauration qui est colorée, et ensuite la période après restauration. Alors pour chaque système de flûte de Pan, on a l'altitude de la nappe qui est représentée pour chaque piézomètre, donc avec le piézomètre le plus crépiné en profondeur qui correspond à la couleur marron, celui à une profondeur intermédiaire qui correspond à la couleur jaune, et enfin le superficiel correspondant à une couleur verte. Alors, tout d'abord, ce qu'on peut observer, c'est que les trois niveaux de tourbe ont subi un changement, une mise en charge suite aux travaux de restauration. Alors après, en regardant un petit peu plus, en comparant les moyennes, alors là j'ai utilisé les moyennes de l'année hydrologique avant la restauration, comparées à 2 années après la restauration, ces données qui étaient disponibles, et bien on peut observer que ces augmentations de niveau d'eau dans les piézomètres, eh bien, elles ne sont pas homogènes, et que le niveau intermédiaire subit une augmentation plus importante, bien plus importante que les deux autres niveaux. Alors notamment pour le piézomètre, le système en flûte de Pan TV1, 2, 3, où l'augmentation elle est de plus de 20 cm, au-delà des incertitudes qu'on peut avoir de mesure. Alors comment on peut expliquer donc, cette mise en charge plus importante du niveau intermédiaire? Nous on l'interprète comme des flux latéraux qui pourraient provenir des tourbières boisées, bombées, alentour à la tourbière active, donc qui sont topographiquement un petit peu plus hautes comme on a pu le voir auparavant. Alors, pour étayer ce propos, en fait, la restauration, qu'est-ce qu'elle a eu comme effet? Elle a tout d'abord stoppé les flux d'eau latéraux qui sortaient en direction du creux au lard, de par le bouchage, le remplissage des drains et la mise en place de la digue, mais elle a également permis la réactivation de flux latéraux depuis les tourbières boisées alentour. Alors là, je reprends, j'ai réadapté, en fait, j'ai fait une carte à partir de l'estimation du bassin versant réalisée par Philippe Crovernier, ce qu'on a pu voir ensemble. J'aimerais attirer votre attention sur un troisième point, donc je repars sur la figure précédente. Si on regarde le graphique supérieur, donc pour les piézomètres TV 1, 2, 3, on peut focuser sur la partie avant restauration, et on voit que le niveau intermédiaire il est moins en charge. Il est moins en charge que le niveau superficiel et intermédiaire, ce qui suggère que le niveau superficiel et intermédiaire participe à alimenter le niveau de tourbe intermédiaire. Et au contraire, après la restauration, on se rend compte que le niveau intermédiaire, il est plus en charge, l'altitude de la nappe plus haute que le niveau profond et superficiel. Et donc, ce qui suggère, cette fois-ci, que le niveau intermédiaire, après la restauration, tend à alimenter le niveau superficiel de tourbe et le niveau profond de tourbe. Alors là, ce qu'on a pu voir ensemble, finalement, c'est que à partir de quelques éléments, on peut déterminer potentiellement 3 sources d'alimentation en eau dans la tourbière. Une alimentation directe par les précipitations, une alimentation un petit peu plus tamponnée par des flux latéraux provenant des tourbières boisées alentours, et enfin une alimentation par le sous-sol, par des eaux souterraines, dont on a peu encore d'informations. Alors là, maintenant, on va s'intéresser à la dynamique de l'eau dans la tourbière. Comment l'eau est-elle transférée dans la tourbière, notamment à travers de la tourbière vers l'exutoire principal de la tourbière, qui est monitoré depuis 2014. Alors pour ça, on s'intéresse tout d'abord au niveau superficiel de tourbe, qui a un lien qui est pas si simple que ça, avec le débit à l'exutoire observé de la tourbière. Alors sur ce graphique, on a les débits journaliers moyens sur l'axe vertical, l'axe désordonné, en fonction de la profondeur de la nappe d'eau par rapport à la surface de tourbe. Et on voit bien que ce graphe il montre une relation entre les deux paramètres qui est non linéaire, qui semble être complexe. Alors tout d'abord, si on part sur des altitudes des profondeurs de nappe importantes, on se rend compte que pour des profondeurs de nappe importantes, si on fait varier beaucoup ces profondeurs, eh bien on va avoir
un débit à l'exutoire qui est relativement stable. On a peu de variation du débit lorsque le niveau de nappe varie. Et au contraire, lorsqu'on a une nappe qui est subaffleurante, qui est proche de la surface de la tourbe, eh bien, des faibles variations du niveau de nappe vont entraîner des fortes variations du débit à l'exutoire. Donc en fait, on a une limite, on peut mettre en évidence une limite hydrodynamique à partir de laquelle un seuil est activé, et on a des transferts beaucoup plus rapides, beaucoup plus d'eau à l'exutoire. Alors ça met en évidence que ce niveau superficiel, son degré de saturation, il va contrôler le débit à l'exutoire. Et il est particulièrement sensible en période humide. Pourquoi? Vous avez un niveau superficiel de tourbe qui est déjà saturé. Ok, ça marche. Voilà. Donc, désolé pour ce problème technique. Je reprends, j'espère que ça va aller pour la suite. Alors, ce que je voulais dire, c'est que la relation entre le débit à l'exutoire et le niveau d'eau, la profondeur de la nappe d'eau dans la nappe, eh bien, elle est complexe, elle n'est pas linéaire, et que lorsqu'on a des profondeurs d'eau qui sont profondeurs de nappe qui sont importantes, eh bien, des fortes variations de profondeur de nappe, ça va pas se répercuter à l'exutoire, ou du moins par de faibles variations du débit à l'exutoire. Et au contraire, lorsque on a une profondeur de nappe qui est subaffleurante, qui est proche de la surface, eh bien, à l'exutoire, ça va se répercuter par des débits une variation des débits beaucoup plus importante. En fait, ça met en évidence un seuil hydrodynamique à partir duquel, lorsqu'on sature le niveau superficiel de tourbe, eh bien, on va avoir une réactivité plus forte à l'exutoire. Alors, ce niveau superficiel de tourbe, donc, il contrôle le débit à l'exutoire principalement, et il est particulièrement sensible en période humide. Donc, par exemple, lorsque la tourbe est déjà saturée, un événement pluvieux va avoir une forte répercussion et va plus rapidement être transféré à l'exutoire. Et en fait, on peut faire le parallèle avec les propriétés physiques de la tourbe, qu'en fait, avec le tassement de la tourbe suite aux dépôts successifs, eh bien, on va avoir une diminution importante qui n'est pas linéaire de la porosité avec la profondeur ou encore de la conductivité hydraulique, ce qui montre notre effet seuil. Donc là, finalement, cette relation, elle nous montre qu'on a des transferts d'eau à l'exutoire assez complexes, drivés par le niveau de la couche superficielle de tourbe, et qui montre une échelle temporelle, on va dire, assez rapide. On est sur des transferts d'eau assez rapides à l'échelle d'événements pluvieux, par exemple. Et on s'est posé la question de savoir s'il y avait des transferts d'eau à l'exutoire qui pouvaient se faire à travers la tourbière de manière plus lente, des transferts d'eau, par exemple, à l'échelle temporelle saisonnière. Donc pour ça, on a regardé la relation entre la minéralisation de l'eau à l'exutoire sur la période estivale, donc sur ici la période juin à octobre, avec la recharge en termes de précipitation hivernale de l'hiver qui précède cet été-là. Donc cette recharge elle est calculée entre la différence entre les précipitations et l'évapotranspiration. Et donc elle met en évidence qu'il y a un lien, une bonne corrélation entre un hiver avec une forte recharge hivernale et derrière un été, on va observer une forte signature, une forte minéralisation à l'exutoire de la tourbière. Alors, finalement, ce que ça nous montre, c'est que, comme on interprète, c'est que lorsqu'on a un hiver important avec une forte recharge, eh bien, ici, les précipitations sont utilisées comme un proxy du niveau régional du karst, et que le karst pourrait recharger à la base de la tourbière en hiver, et que les transferts d'eau de la base de la tourbière jusqu'à l'exutoire pourraient mettre un peu plus de temps et arriver en période estivale et se traduire par cette plus forte minéralisation observée à l'exutoire. Parce qu'en effet, l'eau transite dans des niveaux de tourbe qui sont plus profonds et où la perméabilité est moins importante. Donc, ça fait un peu le parallèle avec le créolard, qui est une manifestation du karst à proximité immédiate de la tourbière, comme on le voit sur la carte. Ce créolard, il peut se mettre en charge, donc assez. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il peut se mettre en charge de manière suite à des gros événements pluvieux. Donc il y a 12 remplissages qui avaient été notés notamment en 2019 par les données de Frédéric Parent, qui sont instrumentés le créolard. Et les hypothèses quant au transfert qui pourrait se faire donc depuis le karst à la tourbière, ça serait des systèmes un peu similaires sous la tourbière, donc avec des transferts de pression du karst vers la tourbière lorsque celui-ci se met en charge. Donc ça fait un petit peu le parallèle avec ce dont a parlé Vincent ce matin, avec des transferts de pression. Ces transferts de pression pourraient pousser l'eau minéralisée à la base de la tourbière en direction de l'exutoire. Alors ça pourrait être des transferts qui soient ponctuels,
parce que la moraine sous-jacente peut être hétérogène en termes d'épaisseur ou de perméabilité. Pour illustrer un petit peu, donc pour résumer, finalement, notre modèle, comme on le voit, c'est que ce qu'on observe à l'exutoire, c'est la résultante de différents signaux, d'un signal qui réagit rapidement de manière temporelle, donc avec le niveau superficiel de taux, qui réagit principalement aux événements pluvieux, et ensuite un niveau plus profond, minéralisé, avec des eaux poussées par des transferts de pression en direction de l'exutoire. Donc la signature minéralisée que l'on observe à l'exutoire, elle dépend de la recharge hivernale de la base de la tourbière. C'est le graphique qu'on a pu voir juste précédemment, celui-ci. Donc, par contre, c'est pas, on observe quelque chose qui est différent, qui montre la complexité en fait de ce système, que en fait la quantité d'eau, elle, qui est observée à l'exutoire sur la période estivale, donc c'est ce qu'on voit sur ce graphique, sur l'axe vertical, et bien elle dépend de la recharge pluviométrique de l'été. Donc, ce qui met en relation en fait l'importance également du niveau superficiel de tourbe qui est plus réactif dans le temps à des événements pluvieux. Alors, pour étayer ce propos, je vais vous montrer l'exemple d'une année en particulier. Donc ici, c'est l'hiver 2016-2017 qui a subi une sécheresse hivernale assez importante. Entre le 24 novembre et le 11 janvier, on a eu seulement 7 mm de précipitations, alors que c'est des mois qui peuvent, en temps normal, atteindre 100 voire 200 mm de précipitations. Et l'été suivant, l'été 2017, on pouvait s'attendre à avoir un fort pic de minéralisation à l'exutoire, comme pour les années 2016 ou 2019 encore, parce que l'été 2017 était plus sec du point de vue pluviométrique que les autres étés. Et donc on pouvait s'attendre à un effet de concentration de la minéralisation. Mais non, on n'a pas eu ce pic aussi important de minéralisation, et ce qui nous a mis un peu la puce à l'oreille pour mettre le lien en fait entre la recharge hivernale en termes de précipitation et ce qu'on observe à l'exutoire en termes de minéralisation. Alors de façon à mettre quelques chiffres, quelques valeurs sur les proportions qui peuvent être observées à l'exutoire en termes d'eau minéralisée. On a fait un petit travail en supposant que l'eau de pluie elle est d'environ une productivité électrique de 20 microsiemens par centimètre, et au contraire l'eau provenant du fond de la tourbière, une conductivité électrique de 550 microsiemens par centimètre. Donc ça, c'est des valeurs qu'on mesure sur le terrain généralement. Alors ce qu'on peut observer, c'est que tout d'abord, on a une proportion d'eau minéralisée à l'exutoire qui varie entre la période estivale et les périodes hivernales, avec des pics à près de 50%. Oui, j'en étais là. Du coup, il y avait des pics estivales, on va dire de proportion d'eau minéralisée qui atteignaient 50% dans les étés, sauf pour l'été 2017 où là, on a seulement une proportion avec des pics qui atteignent 30% d'eau minéralisée. Alors toutes ces informations, mis bout à bout, nous ont permis de voir qu'il y avait trois sources d'alimentation en eau dans la tourbière, une source directe par les précipitations, une source un peu plus tamponnée par les tourbières boisées alentours, et enfin une source souterraine. Et chacune de ces sources alimente en particulier un réservoir d'eau de manière directe. Et donc ça nous a permis de mettre en place un modèle conceptuel de la tourbière active du Forbonnais, avec, comme on peut le voir, un niveau superficiel de tourbe, lui, qui est soumis au processus atmosphérique d'évapotranspiration, qui est assez importante dans les tourbières, de précipitation, qui lui est fortement réactif de manière temporelle, qui a une forte réactivité, on va dire, aux précipitations, et ça se traduit rapidement à l'exutoire. Ensuite, on a, je vais mettre le pointeur, un niveau intermédiaire qui lui est alimenté par des flux latéraux, qui serait alimenté par des flux latéraux provenant des tourbières boisées alentour, topographiquement plus hautes. Et enfin, un niveau de tourbe beaucoup plus minéralisé au fond de la tourbière, au contact de la moraine, qui lui serait potentiellement alimenté de manière périodique ou par les eaux souterraines, notamment par des transferts de pression via le karst, avec lui une sensibilité temporelle un peu plus basse encore, de l'ordre de la saisonnalité, avec un signal qui se traduit, qui passe de l'hiver, une recharge hivernale que l'on observe à l'exutoire l'été suivant. Okay. Donc ce modèle conceptuel, bien nous, on va l'utiliser, Donc pour ce modèle conceptuel, pour qu'il fonctionne, il faut que l'eau elle bouge dans la tourbière, pour que les transferts puissent se faire des niveaux profonds intermédiaires à l'exutoire. Donc on a essayé d'observer un petit peu ça. Là je reprends la même figure finalement que tout à l'heure avec les profils piézométriques de conductivité, sauf que là, tout à l'heure je vous ai montré une moyenne de différentes mesures mensuelles, alors que là chaque couleur correspond à un piézomètre
et plusieurs profils correspondent à un mois de mesure. Donc d'un mois à l'autre, par exemple pour le piézomètre TV11, on voit que d'un mois à l'autre, on va avoir des fortes variabilités de minéralisation de l'eau, de l'ordre ici de plus de 100 microsiemens. Donc ces différences rapides de minéralisation de l'eau dans le profil de tourbe, eh bien, elles sont plutôt en accord avec le modèle qu'on propose, et on essaie de savoir un petit peu plus comment ça fonctionne, quels sont les processus qui contrôlent ces changements rapides de minéralisation dans le profil de tourbe. Donc pour ça, on a investigué la chose en réalisant un modèle de diffusion, donc qui se base sur l'équation de Crank, une équation de diffusion, qui a été appliquée par une étude de Fraser et co-auteurs sur une tourbière. Donc on a repris un petit peu leur philosophie. Et donc sur ce graphique, on peut observer non pas la profondeur par rapport à la surface de la tour, mais la distance depuis la moraine. Alors c'est quasiment la même chose, sauf qu'ici, on prend comme référentiel la base de la moraine. Alors on a considéré une concentration prise au niveau de la moraine de l'ordre de 110 mg de calcium. Donc oui, ici, on utilise l'ion calcium. On a fait une simulation, un modèle de diffusion à partir du calcium. On a pris une large gamme temporelle, de 1000 à 7000 ans. Donc on peut voir ici pour 1000 et pour 7000 ans, en faisant varier un facteur de tortuosité de plus ou moins 50%, pour essayer d'avoir une plus large gamme de valeurs possibles. Et quand on confronte ce modèle de diffusion avec les valeurs de concentration de calcium observées dans la tourbière, donc là ici c'est en mars et en juillet 2016, mais on observe que ça ne colle pas. Et que en fait, la diffusion, à elle seule, ne permet pas d'expliquer les profils qui sont mesurés dans la tourbière. Alors pour expliquer ces profils, il faut faire intervenir d'autres processus que la diffusion. Alors on pense à des processus de convection notamment, qui soient horizontaux ou verticaux. Par contre, ça, on n'a pas les éléments pour y répondre. Et voilà, donc on aurait des processus de convectifs dans la tourbière qui sont plutôt dans le sens de notre modèle conceptuel. Alors, ce modèle conceptuel, nous, on souhaite l'utiliser, pour nous, c'est un outil pour aborder les enjeux autour des tourbières, parce que les enjeux que je rappelle, qui sont le stockage de l'eau, le stockage du carbone, le stockage de la biodiversité, qui sont les trois interconnectés, intimement liés, et dont l'eau est un élément fondamental pour le fonctionnement des tourbières et des services écosystémiques associés. Alors, on a pu voir qu'il y avait 3 réservoirs d'eau dans la tourbière, alimentés chacun avec un mode d'alimentation propre, et on peut se demander dans quelle mesure ces 3 réservoirs vont réagir dans un contexte de changement climatique. Alors ici, je vous ai c'est les prédictions climatiques en termes de température à Frasnes d'ici la fin du siècle, et on voit qu'au minimum, il faudra s'attendre à une augmentation de plus 1,5 à 2 degrés Celsius. Alors il y a le facteur température, mais également le facteur changement des régimes de précipitation, avec de plus en plus d'extrêmes attendus, comment ces différents réservoirs vont réagir, ou encore, là on voit que la neige est tombée aujourd'hui, mais comment le couvert neigeux, de manière temporelle, ils font de plus en plus tôt dans l'année, comment ça va impacter la recharge hydrologique de la tourbière. Alors c'est des questions qu'on se pose et dont on essaye d'avoir un petit peu des éléments de réponse. Et donc ce modèle conceptuel, on l'utilise aussi comme un support de travail sur lequel on essaye de passer à un modèle numérique. On applique notre modèle conceptuel à un modèle numérique, à un modèle réservoir. Ici, c'est le logiciel CarSmod qui nous permet de reproduire les débits à l'exutoire observés sur la chronique 2014-2020. Donc là, c'est un travail qui est en cours, on est dedans. On a des résultats qui sont plutôt encourageants. Donc, une fois l'objectif, c'est de déterminer des paramètres de notre modèle qui soient suffisamment fiables pour ensuite pouvoir injecter dans ce modèle les prédictions climatiques en termes de température et de pluviométrie pour voir comment ça va réagir dans le temps. Et ça pourrait également intéresser nos collègues des mines de Saint-Étienne qui travaillent sur le soutien d'étiage, donc voir les étés, quelle quantité d'eau va être expulsée de la tourbière en été d'ici la fin du siècle. Donc ça, c'est l'aspect modélisation plutôt numérique. Et toujours dans le but d'étayer ce modèle conceptuel, eh bien, on a une autre approche qui est plus de monitoring de terrain. Donc là, récemment, on a installé des sondes de température dans une dizaine de piézomètres pour suivre la température dans la tourbière. Donc on l'a fait en juillet dernier. Et puis on a prévu de faire une campagne de drone pour mesurer la température de surface de la tourbière et ainsi voir s'il y a des contrastes de température, notamment en hiver, et pour éventuellement mettre en évidence des apports d'eau plus souterrains.
Et donc, la deuxième partie de monitoring de traceurs environnementaux, c'est la plus importante, c'est qui fait un peu le cœur de mon travail de thèse. Donc, c'est l'approche géochimique, une approche de terrain. Donc là, on est pas mal allé sur le terrain, c'est un gros travail. Donc, Guillaume, Vanessa, qui nous accompagnent beaucoup, Marie-Laure. Après, au laboratoire, les analyses, on les fait avec Christophe Lou, avec Caroline Amiot. Et donc, on a plusieurs traceurs environnementaux qui sont mesurés. Donc, on a commencé en janvier dernier à faire des prélèvements mensuels avec tout d'abord des mesures d'isotopes de l'oxygène et du deutérium pour essayer de tracer l'origine de l'eau. Donc là, je remercie aussi Vincent qui nous a permis d'installer un pluviomètre dans son jardin au Laveron pour avoir la signature isotopique des précipitations plus haut en altitude. Également, on fait des mesures des ions majeurs, des cations et des anions, et on aimerait bien pouvoir faire une mesure du rapport isotopique du strontium, du rapport 87 sur 86, pour essayer de différencier l'origine de l'eau de la moraine de l'origine du karst. Voilà. Donc, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, ça fait partie des deux principaux volets de mon travail de thèse. Et le troisième que j'ai pas trop abordé aujourd'hui, je tiens juste à en dire un tout petit mot. On réalise en fait des mesures mensuelles également à l'échelle de la plateforme scientifique. Donc, on a choisi 6 placettes pour faire des mesures de flux de CO2 et de méthane. Donc, on les fait avec lumière et sans lumière. Donc, il y a 3 placettes qui sont dites contrôle, c'est la photo en bas à gauche. Que l'on différencie des placettes dites OTC. Donc on voit qu'il y a un tour en plexiglas qui en fait permet de simuler un réchauffement de la température de l'air. Et ces OTC sont en place depuis 2008 et ont eu un impact. Ça a déjà été étudié notamment par Philippe Binet ou Vincent Jasset sur la végétation sur la végétation de la tourbière. Voilà, donc je m'en arrête là. Merci beaucoup pour votre attention et puis désolé pour les problèmes techniques. Je ne sais pas d'où ça vient. Voilà. Ok, merci Alexandre. Ça vient que tu habites à Étalon, mon grand, qui neige. Je pense que c'est ça. Juste pour, je vois qu'il y a déjà des questions, donc c'est super. Là, on va pouvoir aborder effectivement le temps d'échange. On a juste 10 minutes de retard, donc c'est juste parfait. Donc juste pour préciser que là, effectivement, Alexandre, il est en train de mettre en œuvre toute une campagne de terrain, donc qui va donc s'étaler sur 18 mois, qui a commencé en janvier 2020. Tu m'arrêtes, Alexandre, si je dis une bêtise, et qui devrait aller jusqu'à juillet 2021, donc avec une grosse campagne de prélèvements, en particulier hydrochimiques, et également de mesures de gaz, une fois par mois. Et donc c'est un gros travail de terrain, et là, effectivement, on bénéficie de l'aide de pas mal de personnes sur le terrain, donc je voudrais le rappeler. Vanessa Stéphanie, Marie-Laure Toussaint, Philippe Binet, du laboratoire Chrono-Environnement en particulier, qui nous accompagnent quasiment à chaque fois. Et je pense sans qui on pourrait difficilement aborder ces problématiques. Et puis évidemment, il y a des gens qui viennent régulièrement sur le terrain, nos collègues de l'école des mines qui viennent de temps en temps nous rendre visite, qui font aussi des mesures, et puis les collègues de la RNR. Voilà. Donc c'est vraiment un gros travail de terrain qu'Alexandre est en train de mener, mais qu'on peut mettre à l'œuvre tout simplement parce qu'il y a une infrastructure. Et voilà, on est reconnaissant aussi pour ça. Bien, alors maintenant des questions. Je vois que Geneviève, alors Geneviève, c'est pas comme si tu n'avais pas l'occasion de nous poser des questions. Quelle est ta question, Geneviève? Oui, non, je voulais qu'Alexandre, on parle de l'exutoire, mais c'est peut-être pas l'exutoire de la tourbière, c'est un petit peu compliqué parce que c'est pas l'exutoire stricto sensu de la tourbière active, on est d'accord, c'est l'exutoire de tout un ensemble, enfin la mesure de conductivité, on est d'accord qu'elle se fait sous la route, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, on reçoit quand même de l'eau qui ne vient pas que de la tourbière active, qui vient aussi de l'autre combe tourbeuse, de cette bordure morainique aussi qui peut apporter des eaux plus minéralisées. Donc c'est juste pour signaler que c'est quelque chose, malheureusement on ne peut pas faire autrement, parce que cet exutoire il est ici et on ne peut pas le mettre ailleurs, mais ça peut aussi quand même influencer ce rapport entre minéralisation, débit, enfin ce que tu as mis en relation, c'est quelque chose, voilà, on ne peut pas faire autrement, mais il faut quand même l'avoir en perspective. Okay. Tu veux répondre? Oui.
Oui, alors après, enfin, je suis d'accord avec toi, Geneviève, et c'est vrai qu'il faut prendre un peu des pincettes par rapport à ça. Et l'autre bras, l'amont gauche, qu'on pourrait appeler là, qui longe un petit peu la moraine, il est alimenté également par une partie de la tourbière, le haut de la tourbière active. Donc il prend quand même en considération une partie de la tourbière active. Et puis, du coup, j'ajoute que, alors, ils corrigeront si je dis une bêtise, mais les collègues de l'école des mines, Frédéric et Didier en particulier, Véronique, ont justement équipé les différents affluents de cet exutoire pour essayer justement de faire la part des choses. Voilà. Donc, effectivement, on bénéficie à la fois de la mise en place de ce système de mesure qui date de 2014. À un moment, peut-être, on avait moins de recul. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était peut-être pas l'endroit le plus adapté, encore que, en fait, il suffit juste de savoir de quoi on parle. Et donc, effectivement, on est aussi conscient de cette dimension-là. Je pense que le modèle réservoir qu'Alexandre est en train de travailler, effectivement, il sera peut-être représentatif d'un domaine qui est plus large que la tourbière active. Pour répondre à ta question, puisque effectivement, l'exutoire qu'on mesure répond à un bassin versant un petit peu plus grand. Et donc, je vois justement que Frédéric va intervenir. Frédéric, donc, parent de l'école des mines. Oui, c'était juste en complément ce que tu disais. C'est vrai que c'est peut-être pas forcément l'endroit le plus adapté, mais c'est le seul qui est réellement possible à équiper, puisqu'on s'est rendu compte en essayant de prélever de l'eau sur les autres exutoires potentiels de la tourbière qu'en période sèche, ils étaient tous à sec, sauf celui-là, qui reste pérenne, même sur les périodes où il y a assez peu d'eau. Donc peut-être pas le plus adapté, mais le seul possible en termes de ruisseau à l'exutoire. Oui, c'est ça, il y a des contingences de terrain, tout simplement, on n'a pas bien le choix parfois. Mais ouais, effectivement, c'est complexe, l'hydrologie est complexe là. Ouais. Oui, Alex. Et puis si je peux juste rajouter, même si effectivement le deuxième bras qui alimente l'exutoire ne provient pas en totalité de la tourbière que l'on étudie, cette relation entre la minéralisation à l'exutoire et puis la recharge hivernale, elle est valable à l'ensemble du complexe tourbeux finalement. Elle ne se limite pas qu'à la tourbière active que l'on étudie. Elle est valable à ce que l'on mesure en fait à l'exutoire principal. Cette relation, en fait, elle nous montre plus l'effet de recharge de la tourbière, enfin de tout ce qui est mesuré, tout ce qui arrive à l'exutoire que l'on voit. Et on ne peut pas, par contre, séparer effectivement les deux bras de l'exutoire. Enfin, je pense. Ok. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Donc, Carole, vous avez une question. Je vois que vous avez levé la main. Si vous pouvez juste peut-être connecter votre micro, votre caméra et vous présenter rapidement. Oui, bien sûr. Vous m'entendez là? Oui. Ouais, d'accord. Donc, moi, je suis Carole Desplanques. Je suis la conservatrice de la réserve naturelle du lac Luitel, donc qui est basée dans le massif de Champs-Rousses, à proximité de Grenoble. Et donc, j'avais une question. Vous avez montré que dans les piézomètres, quand on fait des mesures à différentes profondeurs, la conductivité augmente du fait de l'influence des eaux qui arrivent en provenance du karst. Et vous avez également montré que suite aux travaux, le niveau supérieur était remis en charge partiellement par l'influence du niveau intermédiaire. Du coup, je me demandais, est-ce que vous ne craignez pas une augmentation de la conductivité dans la partie supérieure de la nappe, ce qui pourrait engendrer une modification des cortèges au niveau floristique et notamment au niveau des sphènes? C'est une très bonne remarque. Alors, je ne sais pas si je suis plus à même de répondre à ça en termes d'écologie à des sphènes. Peut-être Philippe Binet est plus adapté. Mais après, encore faut-il que l'eau arrive jusqu'à la surface végétative en activité. Peut-être qu'elle peut alimenter le niveau supérieur, mais pas arriver jusqu'à la surface elle-même. Se mélanger aux autres pluies en fait, qui sont quand même assez abondantes sur le site et qui peuvent rester prépondérantes quand même. Oui, ça c'est, enfin, juste je ne sais pas si même si je complète, mais je suis d'accord avec Alexandre, c'est une bonne question que nous, on n'a pas encore, peut-être encore vraiment abordé dans le détail. On voit qu'il y a des différences de pression dans les différents niveaux.
on voit qu'il y a des différences de conductivité, mais j'ai pas l'impression que on ait une augmentation significative de la conductivité électrique et donc de la minéralisation près de la surface sur ces points particuliers-là, hein, donc vers les flux de pans. Tout simplement parce que au-delà de la mise en charge de ces zones sous-jacentes, il y a également l'effet sans doute de la restauration qui va apporter aussi les eaux de surface. Donc là, en fait, l'histoire, elle est sans doute très compliquée. Peut-être que ça se modélise d'ailleurs, il faudrait voir. Voilà. Donc c'est pas une réponse définitive. Je crois qu'on peut laisser la parole à Philippe Grosvernier qui pourra peut-être en parler. Du coup, je vais donner la parole à Philippe tout de suite, et puis après, il y aura Jean-Sébastien et Pierre qui pourront poser aussi une question. Oui, merci. Je veux juste réagir à ça. Je crois que personnellement, ça ne me fait pas de souci qu'on ait une augmentation de la minéralisation de l'eau, même en surface. Je pense que c'est plutôt un retour à des conditions plus naturelles avant perturbation par le drainage, et qu'on amène d'une part, on voit qu'on amène plus d'eau, on voit qu'on a stabilisé les nappes, même si en période de sécheresse extrême, on a quand même encore des creux, mais quand même le niveau moyen, la médiane se sont rapprochés de la surface du sol. Louis avait bien raison de signaler que les feuilles ont poussé, donc le sol est remonté aussi, et on a un équilibre qui s'installe, et ça, je trouve ça extrêmement positif. Ensuite, les feuilles ont aussi besoin d'éléments minéraux poussés. Elles ne se nourrissent pas que d'amour et d'eau fraîche et d'eau de pluie. Et donc, cet apport d'eau minérale n'est pas dramatique. Ce qui est très dramatique, ce serait d'avoir des apports d'azote ou de phosphore conséquents en provenance de milieux agricoles, choses comme ça. Ça, ce serait délétère, mais pas un apport d'eau minérale. Donc, on va probablement observer des changements dans la végétation, mais ce n'est qu'un juste retour à une végétation plus proche de ce qu'elle devait être avant que la tourbière ne s'embroussaille sous l'effet justement de l'abaissement de la nappe. Ok, merci Philippe pour ces précisions. Alors je vois qu'il y a encore Jean-Sébastien qui va intervenir. Jean-Seb, est-ce que tu peux du coup mettre ta caméra, ton micro et puis peut-être te présenter? Oui, merci. Bonjour, merci Alexandre pour cette super présentation. Moi, je suis Jean-Sébastien Moquet, postdoctorant à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans et géochimiste, et je travaille sur la tourbière de la Guette, notamment en Solami, dans le SNO Tourbière. Moi, j'avais une question pour est-ce que il me semble qu'il est envisagé de faire des analyses des isotopes du strontium. Je voulais savoir si c'était un projet qui était toujours d'actualité et si effectivement ce type de traceur permettrait d'apporter des informations supplémentaires par rapport à ce que tu as déjà montré à travers, par exemple, les concentrations au calcium. Enfin voilà. Donc, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était et s'il y avait du nouveau de ce côté-là ou si c'est mis de côté parce que peut-être que ça porte pas plus que. Ok, alors c'est toujours d'actualité dans le sens où on a déjà fait les prélèvements avec l'acidification, enfin au propre. Les échantillons attendent, ils sont prêts. Maintenant, la question, c'était plus de trouver un financement pour faire les mesures à l'IPGP à Paris. Après, comme tu dis, est-ce que ça nous apporterait des réponses supplémentaires? Alors nous, l'apport du strontium, ce serait pour différencier des eaux qui pourraient passer par les moraines du karst. Et pour ça, il nous faudrait des signatures en strontium dans le karst et dans les moraines, pour pouvoir comparer en fait. Donc effectivement, c'est à investiguer, peut-être avoir un peu plus, approfondir la question avant de se lancer dans les mesures. Alors après, on peut imaginer prendre un morceau, comme la dissolution des carbonates, c'est une dissolution congruente, on peut imaginer dissoudre un morceau de roche et puis caractériser la signature source à partir de ça, quoi. Okay. C'est pas forcément l'eau en tant que telle source, ça peut être aussi la roche en tant que telle, quoi. Voilà. D'accord. Okay. Pour définir le pôle. Alexandre, non mais pour préciser, parce que effectivement c'est une vraie question ça, Jean-Seb, on a prélevé le fond de la tourbière, puisqu'on a eu l'opportunité de faire des carottages cet été, donc on a prélevé de la moraine, ou en tout cas des sédiments qui semblent être de la moraine, à la base de la tourbière, et puis on a le crawler qui nous donne accès, on va dire, au calcaire régional, donc on a nos end-members, on va dire, potentiellement. Maintenant on a tout, on a l'eau, on a les cailloux, il n'y a plus qu'à attendre les sous-sous pour faire les analyses.
Et ça, bon, bah, pour l'instant, on les a pas, mais peut-être qu'on aura des nouvelles bientôt. Voilà. Merci. Du coup, je passe vite puisque je vois qu'il y a encore Pierre Durlet qui souhaite intervenir. Pierre? Oui, donc Pierre Durlet, Parc du Haut-Jura. J'avais une question. Alors, je crois que j'ai peut-être pas tout suivi de l'explication là de la justification de l'estimation des apports du karst. Moi, je me posais une question quand même. Donc, si j'ai bien compris, en gros, c'est le fait de retrouver de l'eau plus plus riche en minéraux en période estivale qui permet de supposer que c'est de l'eau qui a transité en hiver à travers le karst et qui diffuse progressivement jusqu'à l'exutoire. Et donc, c'est de là qu'on estime qu'il y a un apport important du karst quand il est en charge, enfin du karst ou de la moraine. Mais est-ce qu'on est capable de savoir, à partir uniquement de cette mesure de la conductivité, si la minéralisation elle est issue d'une dissolution de la moraine et du karst, ou si ça ne peut pas être aussi une remobilisation des éléments qui étaient stockés dans la tourbe et qui seraient lessivés par la minéralisation propre de la tourbe l'été, et notamment les étés les plus chauds, puisqu'on a vu que la minéralisation la plus élevée me semblait être en 2018, au moment où il y a une reprise de l'écoulement, et du coup, qui pourrait avoir un lessivage des éléments qui étaient fixés dans la tourbe et qui auraient été remobilisés. Alors, il y a une histoire de calcium où je n'ai pas tout suivi, donc ça, effectivement, je pense que ça vient vraiment plus du calcaire, mais voilà, je voulais juste savoir si on était bien capable de le mesurer et s'il ne pouvait pas y avoir un peu les deux qui se chevauchaient. En effet, c'est une super remarque, super question, parce qu'il peut y avoir, comme là, on a parlé un petit peu Vincent ce matin, des transferts de masse d'eau, mais aussi des transferts de pression, où finalement le karst, des pressions lors de la mise en charge du karst, pourrait pousser l'eau dans la tourbière à l'exutoire, et donc la minéralisation qui transite, qui est là dans la tourbière, qui interagit, qui reste stockée dans la tourbière, est poussée à l'exutoire. Après, effectivement, les ions calcium et les bicarbonates, eux, proviendraient de la dissolution de roches calcaires, donc soit potentiellement de la moraine, soit du karst. Oui, juste, ça peut être effectivement une mobilisation des éléments minéraux issus de la minéralisation de la tourbe au moment où un afflux du karst les repousserait, mais ça peut être aussi simplement un lessivage au moment où il y a une reprise des précipitations, et puis du coup, ça serait plus le transfert entre guillemets hyporéique qui amènerait un flux minéral, mais uniquement par remobilisation de la tourbe minéralisée en surface l'été lors de l'assèchement superficiel. Ok, d'accord. Et ça, à mon avis, moi aussi, c'est une question que je me suis posée quelques fois. Et en fait, c'est vrai que les chroniques sur lesquelles on travaille, c'est des chroniques de conductivité électrique. Donc, effectivement, on ne distingue pas l'origine de la minéralisation. Nous, on fait une hypothèse forte, mais néanmoins corroborée par d'autres mesures, notamment dans les forages, que la minéralisation provient essentiellement d'un flux minéral sous-jacent qui peut être lié à un transfert dans la moraine ou dans le karst. Mais donc pour répondre éventuellement à cette question, en fait, ce qu'on fait maintenant, et donc ce que fait Alexandre dans le cadre de sa thèse, c'est que régulièrement, il fait des prélèvements d'eau pour faire une analyse chimique complète, voilà, pour voir si effectivement on pourrait attribuer une certaine partie de la minéralisation, peut-être à la minéralisation de la tourbe. Voilà. Donc c'est une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Mais j'espère qu'on va pouvoir aborder quand on aura les analyses. Voilà. Peut-être avec du delta 13C. Alors ça encore, on attend les sous. On a des sous pour ça. Et effectivement, c'est quelque chose qu'on envisage. Mais pour l'instant, bon, voilà, on n'a pas encore ces informations-là. Je crois que Marc a encore une... Non, j'avais vu la main levée de Marc. Marc, est-ce que tu veux intervenir? Oui, bonjour. Donc, juste un complément d'information. Donc, je pense justement que l'isotopie du strontium, ça va être importante pour distinguer si c'est une minéralisation provenant de la tourbe ou si c'est une minéralisation qui provient du karst, parce que la tourbe, elle va forcément garder une composition isotopique atmosphérique, tandis que le karst, il va avoir la composition isotopique, soit du calcaire ou de la moraine. Voilà. Oui,
effectivement, oui. Et puis, pour reprendre ce que disait Jean-Sébastien, c'est vrai que strontium et carbone 13, c'est un peu les outils que maintenant on a l'impression qu'on va devoir solliciter, enfin voilà, utiliser dans les mois ou les années à venir, parce qu'effectivement, toutes nos observations finalement ouvrent de nouvelles questions, et notamment sur l'origine plus précise de cette minéralisation. Et donc on complète ça, hein, donc ça c'est des choses qu'Alexandre n'a pas pu présenter puisqu'on n'a pas encore les données, il est au milieu de sa thèse, hein, il est pile à la moitié. Toutes les campagnes là qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est des mesures, on fait des mesures géochimiques et également isotopiques dans l'eau pour essayer d'être un petit peu plus précis sur ces informations-là, enfin sur ces questions-là. Et c'est des choses aussi qui sont mises en œuvre, c'est des outils qui sont mis en œuvre également par l'école des mines et qui sont mis en œuvre un peu plus largement par l'école des mines. Largement, j'entends au-delà de la simple tourbière active, mais également au sein du complexe tourbeux. Donc on collabore pas mal avec l'école des mines et j'imagine que Frédéric va nous présenter ça dans sa présentation. Voilà. Et si ça, c'est pas de l'enchaînement, je ne sais pas ce que c'est.